Bonjour à toutes et à tous, mardi 19 janvier en direct avec vous, pour janvier. Vous, avec Anthony Quindroy. Bonjour Anthony. Bonjour, mais 19 mai plutôt, non? Qu'est-ce que j'ai dit? Janvier. J'ai dit janvier? Ah oh oui. là, je suis complètement à l'ouest. 19 mai, je me reprends avec Thomas Dubois. Bonjour Sylvain, bonjour Anthony. Revenu de Passy-sur-Eure hier. Ah mais c'est fou. Hein. Très bien le direct hier. Hein, bah oui, je vous avais dit que ce serait bien. Et avec vous, et avec déjà Jason, Valérie, Matt, Momo, Ambre, Jacques, Nathalie, Marie et bien d'autres aujourd'hui, on va parler du secteur de l'édition. On aura le président des éditions Dupuis, très grande maison d'édition. On va parler d'agences, de voyages et on va parler de vacances. Préparez vos questions. On aura le responsable d'un réseau d'agences, les agences VPN. Que seront nos vacances? C'est quand même important pour ceux qui en prendront. On va parler de l'industrie aéronautique parce que la Normandie est une terre très riche en matière d'entreprises et surtout de PME qui travaillent pour Airbus, pour Boeing, pour les grands constructeurs. Où en sont-ils? Ça ne va pas très bien. On va en parler avec Fabienne Folliot. Et puis, on aura vers 12h30, 12h40, Mathieu Béliard. C'est l'homme qui fait le 6-9 tous les matins sur la radio Europe 1. Il fait la tranche d'info. Et Mathieu va revenir avec nous sur cette expérience. Il a fait 2 mois de tranche d'info depuis son garage. Comment ça s'est passé? Eh ben, on transformera PNTV en radio Europe 1, télé Europe 1 tout à l'heure. Voilà, à tout de suite. Pourquoi je dirais? Voilà, ben on commence comme ça, un peu dans le vif. Un peu dans le vif. Un petit peu foufou, là. Un petit peu foufou. Allez, on va se reprendre, et là, ça va être un peu moins foufou, parce que nous allons parler d'actualité portuaire. Toute cette vallée de la Seine, cette grande vallée, dont d'ailleurs, je crois, Napoléon avait dit que c'était la plus belle avenue du monde, hein, depuis Paris, Rouen et Le Havre, et jusqu'à la Seine, quelque chose comme ça. On n'a pas. Je suis pas sûr qu'il ait dit comme ça, mais en tout cas, il y avait une histoire comme ça. Il y avait une histoire comme ça. En tout cas, jusqu'à présent, dans Lignes ouvertes, depuis 44 numéros, nous n'avions pas encore parlé de l'activité portuaire. Où en est-elle? Est-ce qu'elle se tient? Est-ce qu'elle régresse? On en avait parlé en filigrane, notamment avec les interventions de Marc Braun et de Sébastien Coll. Marc Braun pour Paris-Normandie et Sébastien Coll pour le journal des entreprises en Normandie. Mais on va avoir tout de suite Catherine Rivoallon, alors par téléphone, puisqu'on a eu un petit souci technique, mais elle va nous rejoindre dans peu de temps et on va pouvoir évoquer tout ça, notamment le programme de relance qu'ils ont mis en place post-confinement pour que l'activité reprenne, je ne vais pas dire à plein, mais presque, puisqu'il y a quand même quelques contraintes qu'elle va pouvoir nous expliciter dans peu de temps si la régie est opérationnelle. En tout cas, oui, on va quand même parler un peu d'économie aujourd'hui, c'est important. Ouais. Aujourd'hui, Paris-Normandie, dans son édition du jour, titre La casse du siècle. Bien sûr, on parle d'économie. Tout à fait, on parle d'économie, puisque le coronavirus, ça fait évidemment beaucoup de mal. Il y a des entreprises, des grosses entreprises qui sont aujourd'hui défaillantes. On pense évidemment aux spécialistes de l'ameublement Alinea. Enfin, on pense à plein d'autres choses. Une séquence très écho aujourd'hui dans le journal. Et justement, on va en parler tout à l'heure avec Fabienne Folliot, mais il y a une excellente interview de Marc Braun qui intervient souvent ici, de Philippe Eudelin. C'est le patron de la filière aéronautique normande, qui est vraiment aujourd'hui en pleine, je cherche le mot, en pleine perturbation. Voilà, je voulais faire un petit jeu de mots, mais on parle déjà d'entreprises sous-traitantes qui préparent des plans sociaux. Il y a même des inquiétudes, carrément. C'est Philippe Eudelin qui le dit sur des possibles suicides de chefs d'entreprise. Donc voilà, il est vraiment urgent de pouvoir lui permettre de redécoller. On pourra détailler ça tout à l'heure. Eh bien, nous passons au portuaire avec Catherine Rivoallon, qui est la préfiguratrice du futur ensemble portuaire Aropa. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct sur le plateau de Lignes ouvertes. La première question, toute simple, comment se porte l'activité aujourd'hui pour Aropa? Alors, merci pour cette interview. L'activité sur les ports Aropa, finalement, pendant la période du Covid, elle n'a pas arrêté. On a continué d'assurer les opérations sur les 3 ports, donc Le Havre, Rouen et Paris. Et puis là, nous sommes effectivement en pleine relance de l'activité et surtout accompagnement de cette relance de l'activité. Comment ça se passe? Vous avez lancé ce qu'on appelle, ce que vous avez appelé, le programme Push. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors on a décidé de lancer ce programme Push parce qu'à toute situation exceptionnelle, on doit apporter, nous, des réponses tout à fait exceptionnelles. Donc on a monté un programme qui se doit à la fois d'être au plus près des clients pour leur dire si demain vous avez une difficulté, n'hésitez pas de vous retourner vers nous et puis on va essayer de mieux vous accompagner. Donc c'est être au contact avec les clients au quotidien pour les informer, mais aussi pour agir, pour conquérir aussi de nouveaux marchés parce que finalement la crise a affecté tout le
le monde et comment demain on peut construire ensemble. Et bien évidemment, il faut savoir aussi communiquer sur le fait que les ports sont toujours restés opérationnels et que c'est ensemble et collectivement qu'on va arriver à surmonter cette vague. Les ports sont restés opérationnels, mais quel est le volume d'activité qui a été perdu pendant cette période? Nous avons perdu une bonne partie de l'activité. Alors perdu, ça veut pas dire perdu totalement, mais en tout cas, l'activité conteneur a été pénalisée par l'effet Covid, puisque de fait, les commandes ne sont plus parties de Chine ou sont restées bloquées en Chine. Donc nous avons eu des bateaux qui arrivaient avec des marchandises, mais dont les marchandises sont restées bloquées ou pas arrivées. En revanche, l'activité qui a bien fonctionné, c'est celle des céréales, puisqu'on a fait du plus sur du plus, donc pour le port de Rouen. Et donc là, par contre, on est vraiment à plein régime sur le port de Rouen. Et puis sur le port de Paris, l'activité a été pénalisée par l'arrêt des chantiers du BTP, mais aussi par le moindre flux de conteneurs qui arrivait par le Havre sur son activité fluviale. Justement, le port du Havre a des liens très forts avec l'Asie. Est-ce que ça a été un facteur aggravant justement au regard de cette crise ? Alors, je dirais pas que c'est un facteur aggravant, mais c'est un facteur important dans le cadre de nos échanges et au titre du commerce international. À partir du moment où l'entrée maritime se trouve quelque peu pénalisée avec beaucoup moins de conteneurs, forcément, ça a un impact sur l'activité du port dans sa globalité. Est-ce que des ports concurrents ont pu profiter de la situation ? Alors oui et non. Certains nous ont dit que des ports concurrents avaient pu profiter de la situation. Je dirais que non globalement, parce que finalement cette marchandise qui avait été produite en Chine, elle a été bloquée pour l'ensemble des chargeurs, donc des clients qui se trouvent à l'autre bout de la chaîne. Qui dit circulation de marchandises dit peut-être inquiétude pour tous les salariés du port qui ont été amenés à les faire transiter. Comment ça s'est organisé ? Alors, l'inquiétude des salariés, il est normal qu'en période de Covid, les salariés soient inquiets, déjà inquiets personnellement, mais aussi inquiets sur le plan professionnel. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est l'organisation d'un podcast régulier pour maintenir le lien avec chacun des salariés, parce qu'il est difficile aussi de communiquer dans des périodes compliquées, où les opérations, on les a maintenues, mais les salariés administratifs ont été contraints de travailler sous forme de télétravail. Donc je dirais qu'on a réussi à passer le cap de cette non-communication, parce qu'il est important de conserver le lien social dans cette période d'anxiété. Et puis après, bien sûr, il y a toujours de l'inquiétude quand on voit que l'activité est en berne, notamment au Havre, mais aussi à Paris. Donc il y a une certaine inquiétude et il est de notre ressort, et c'est pour ça qu'on a mis en place ce programme Push, pour que collectivement on essaye de trouver des solutions et puis rassurer tout le monde sur l'avenir des trois ports. Push, je rappelle, c'est ce programme unique de soutien by Aropa. Vous disiez tout à l'heure que les céréales avaient tourné à plein régime. Comment vous expliquez cette explosion d'activité ? Eh bien parce que la saison est très bonne. Déjà l'année dernière, la saison était excellente. Et puis là, cette année, la saison est encore mieux que l'année dernière. Et je dirais que grâce à l'ensemble des acteurs économiques, l'agriculture ne s'est pas arrêtée. Pendant la période du Covid, les céréaliers ont continué de fonctionner à plein régime. Et donc, c'est très très bien que nous ayons pu maintenir les opérations sur les trois ports, et notamment sur Rouen. Est-ce qu'au fond, vous diriez qu'Aropa s'en sort peut-être moins mal que d'autres secteurs ? On parlait de la filière aéronautique, on va en reparler tout à l'heure, mais est-ce que pour vous, aujourd'hui, Aropa a réussi à limiter la casse ? Aropa, oui, je suis un peu d'accord avec vous, dans le sens où la grande force de Aropa demain et des trois ports regroupés, c'est sa résilience à faire face à ce type de crise. C'est-à-dire qu'un port qui devient spécialisé dans un secteur, forcément, et c'était aussi l'objet de Aropa, c'est de dire que le fait d'avoir trois ports réunis dans un seul et même ensemble, eh bien finalement fait demain que nous avons une plus grosse capacité à affronter les difficultés du quotidien et des difficultés de crise telles qu'on les vit actuellement. Donc ça a permis de mutualiser les risques finalement ? Bien sûr, bien sûr.
Sylvain, une question peut-être. Bien écoutez, non, est-ce que vous vous souvenez, tout à l'heure, je parlais de Napoléon qui avait qualifié cet axe Seine de Paris à la mer comme étant la plus belle avenue du monde ou quelque chose comme ça, non? Vous avez, vous, cette citation en tête? Alors, oui, tout à fait, mais c'est effectivement toujours la plus belle avenue. Eh ben voilà, vous voyez Anthony, c'est toujours la plus belle avenue du monde. On a voulu vous mettre en défaut. Qu'on y soit à l'importation ou à l'exportation, je suis d'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup, Catherine Rivoalon, point. d'avoir ouvert cette 44e édition de Lignes ouvertes sur cette activité portuaire. Merci à vous. Pour ce bonne point journée. synthétique. Je vous en prie, bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Donc, on va passer à l'édition, au secteur de l'édition. Simplement, je précise qu'on parlait d'Alinéa tout à l'heure et on n'oublie jamais ce que vous nous dites et vos commentaires. Valérie se désolait profondément de la fermeture d'Alinéa, on peut la comprendre. C'est pas encore fermé. Pardon? C'est pas Non, encore fermé. c'est pas encore fermé. Le secteur, enfin, l'entreprise est en difficulté. Il y a déjà il y a par exemple une entreprise, une boutique qui est censée se construire dans la région du Havre, c'est ça, Montivilliers, ouais. Et les Pas entrepreneurs, les trop vite en besogne. les N'allons pas entrepreneurs trop vite. étaient plutôt Redressement. confiants. Voilà. Alors, quant à Momo qui nous a rejoint et qui, lui, nous rappelle que les lieux de culte rouvrent, il nous demande ce qu'on en pense. Que pensons-nous de cette C'est ouverture marrant des que tu lieux poses la de culte? question parce que j'ai lu ça tout à l'heure. Moi, j'ai été moi-même assez surpris de voir qu'aujourd'hui le gouvernement soit sommé par le Conseil d'État de lever l'interdiction. Moi, j'ai du mal à m'interroger, mais c'est pas mon anticléricalisme primaire, mais j'ai du mal à m'interroger sur pourquoi, même si on comprend que ça soulève, je pense notamment aux cérémonies de deuil, que ça soulève beaucoup de questions, mais c'est vrai que pourquoi autoriser les gens à se rassembler aujourd'hui dans des lieux de culte et pas ailleurs? Moi, j'avoue que ça m'a un peu surpris. Ouais. Ah ben je confirme Tu ce que dit souscris, Thomas. comme Je d'habitude. souscris complètement. Je pense qu'effectivement, si on peut rouvrir les lieux de culte, pourquoi ne pas rouvrir les cinémas? Pourquoi ne pas rouvrir les théâtres? Voilà. Voilà, réponse à Momo qui nous interrogeait sur ce sujet. Restez sont des avis bien personnels. avec nous. Oui, restez bien avec nous. Tout à l'heure, nous prendrons le pouls de toutes ces PME normandes qui travaillent pour l'industrie spatiale et aéronautique. Elles souffrent énormément. Restez avec nous aussi. Préparez vos questions pour Bertrand Ripoll tout à l'heure. Un spécialiste du voyage. Il est responsable de plusieurs agences de voyage et vous pourrez le questionner sur cet été qui arrive. Et puis tout à l'heure, Mathieu Béliard, l'homme du 6-9, la tranche d'info d'Europe 1 sera avec nous. Mais pour l'instant, Anthony et Thomas, et à vous toutes et tous qui nous suivez, à la fois sur Paris-Normandie, Radio Sensation, et puis en partenariat aussi avec Radio Horizon, eh bien nous allons parler de secteur Sensation. de l'édition. Tout à fait. Radio Sensation. Nous allons parler du secteur de l'édition avec Julien Papelier. Julien Papelier qui est un peu l'un des papes de la bulle, si je peux me permettre ce jeu de mots. Les Bonjour. Ah oui, joli. Ah voilà, merci, c'est pour vous Sylvain, C'est cadeau. Vous m'inspirez. Julien Papelier, bonjour, merci d'être avec nous en direct sur Lignes ouvertes. Vous êtes le grand patron, on va dire, des éditions Dupuis, le président des éditions Dupuis. Un premier point, et on a la tête de Thomas dans le cadre, mais ça c'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Un premier point tout simple, comment la crise du Covid-19 et le confinement ont touché les éditions que vous représentez? Alors, je crois que nous avons un problème de son. Est-ce qu'on vous entend, Julien Papelier? On vous Eh entend. ben voilà, ça y est. C'est bon. Non, il y avait un petit problème de son en attente, mais ça s'est réglé le temps que ça soit à vous de prendre la parole, donc tant mieux. Combien de titres ont par exemple été décalés? Alors, de nombreux titres ont été décalés. On estime cette année que c'est à peu près 20% des publications qu'on avait prévues qui seront reportées sur l'année suivante et qui, par là, créeront un décalage supplémentaire encore sur 2022. Mais on est au-delà des publications décalées. On a évidemment tout de suite été frappé par la fermeture des librairies, puisque le marché du livre, qui est le marché de la bande dessinée, qui se portait plutôt pas trop mal en ce début d'année, on était plutôt sur une tendance à mi-mars à plus 5, plus 10, a fait moins 30 finalement sur le mois de mars et moins 70% sur le mois d'avril, puisque finalement les seuls moyens d'acheter de la bande dessinée, c'était un des deux grands sites marchands et les grandes surfaces qui se réapprovisionnaient un petit peu. Donc c'est vrai que la situation est très difficile pour les libraires. Elle est aussi difficile pour nous éditeurs, puisque on prévoit si on prévoit une baisse de nos publications de moins 20%, on peut imaginer raisonnablement que la baisse de notre chiffre d'affaires devrait être de cet ordre-là. Et la conséquence pour les auteurs également, quelle est-elle?
Alors, des conséquences pour les auteurs qu'on essaie de minimiser. D'abord, le travail des auteurs, il se fait bien avant la publication, évidemment. Nous, c'est un travail quotidien, comme en témoigne la publication du journal Spirou. Vous le savez, le journal Spirou, c'est l'hebdomadaire de bande dessinée pour toute la famille qui prépublie toutes les semaines des nouvelles bandes dessinées. Donc, Spirou a continué d'être publié chaque semaine grâce aux prouesses des imprimeurs, des équipes également. Maintenir ce travail de création, c'est aussi maintenir la rémunération des auteurs. Donc on s'est particulièrement attaché à ce que les auteurs puissent continuer de travailler, de livrer leurs planches, d'être payés. On a fait très attention à ce que les équipes, c'est un détail, mais les équipes comptables et juridiques puissent travailler sur la gestion des droits pour que les droits puissent être payés comme c'était prévu, et donc ne pas mettre plus encore nos auteurs en souffrance, parce que évidemment une baisse du marché, c'est une baisse des ventes de livres, et c'est donc à venir également des difficultés pour les ayants droit de la chaîne du livre, les éditeurs comme les auteurs. Julien Papelier, la précarité justement des auteurs, dessinateurs de bande dessinée, elle a été beaucoup mise en lumière ces derniers mois. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un risque d'aggravation vraiment préoccupant aujourd'hui ? Oui, il y a un risque d'aggravation. Quand les gens lisent moins, quand les gens achètent moins de livres, c'est moins de rémunération pour tout le monde. Et c'est vrai mais ça précarise une chaîne qui est fragile, vous savez. Des auteurs qui gagnent moins bien leur vie, ça correspond à une situation de marché où on vend un petit peu moins de livres. Et quand on vend moins de livres, c'est des libraires qui sont plus exsangues. Et c'est aussi globalement des éditeurs qui sont à peine rentables. Donc on est très fragile. Donc c'est vrai que je crois que c'est important que chacun se mobilise pour la lecture. Nous, c'est le combat qu'on mène, il est là. La rémunération la correcte rémunération des auteurs, elle va avec un marché dynamique, et donc elle va avec un soutien de la lecture et l'accès à la lecture dès le plus jeune âge. Et donc nous, c'est un combat positif que nous menons chaque semaine à travers nos bandes dessinées on trouve un formidable accès à la culture, à la diversité, à la réflexion, à l'imagination. On a vu ici aussi à Rouen les libraires, notamment dans la bande dessinée, indépendants s'organiser pour faire des drives, pour quand même permettre un accès dès que ça a été possible. C'est des choses que vous avez constatées vous aussi dans votre environnement proche. Oui, tout à fait. Pardon. C'est vrai que on a parlé du négatif. Le positif, c'est que tout le monde s'est mobilisé. D'abord, comme je vous l'ai dit, notre journal Spirou a paru chaque semaine. Les libraires se sont organisés semaine après semaine pour ouvrir et développer des systèmes de click and collect ou de livraison à distance, de tournée pour certains dans certaines villes. Nous, on a participé par les réseaux sociaux à faire savoir au plus grand nombre et aux fans de bande dessinée où ils pouvaient aller se procurer des bandes dessinées. Et puis, ça a été aussi l'occasion, cette période très étrange, de travailler un petit peu différemment. Alors évidemment, je pense que vous avez parlé largement du télétravail, mais aussi dans le lien avec les libraires, dans le lien avec les lecteurs via les réseaux sociaux. Et puis également pour faire connaître une production de bande dessinée numérique, native, qui existe désormais. Vous avez peut-être entendu parler des webtoons. Ouais. C'est un format de bande dessinée qui se lit uniquement sur plateforme mobile. La Webtoon Factory. La Webtoon Factory, effectivement, c'est une création des éditions Dupuis depuis quelques mois, qui est en train de trouver son rythme avec près d'une quarantaine de titres maintenant qui sont disponibles. Et c'est vrai qu'on a profité de ces moments-là pour essayer de le faire connaître aux ados et aux jeunes adultes auxquels on s'adresse avec ces créations originales. Alors, du coup, une question là-dessus. Est-ce que vous avez senti un afflux de lecteurs sur les supports numériques ? Oui. Qu'il s'agisse de bande dessinée, ce qu'on appelle il y a deux bandes dessinées numériques. Il y a ce qu'on appelle la bande dessinée numérisée, homothétiquement, c'est-à-dire que vous retrouvez sur le numérique la bande dessinée que vous ne lisez pas en papier. Donc ça, on a, nous, un partenaire historique qui s'appelle Disneo, qui a plus que doublé sa fréquentation et le nombre de lectures. Nous-mêmes, on a beaucoup incité dans la promotion de la lecture à la découverte de titres gratuitement. Donc, toutes les semaines, chez Dupuis, vous avez, et on continue, 3 bandes dessinées dont la lecture vous est offerte. Donc on passe par tout le catalogue, à la fois le catalogue jeunesse, le catalogue air libre. Et puis, c'est vrai que nous, ça nous a permis d'offrir l'abonnement à Webtoon Factory et à le faire connaître
un bien plus grand nombre. Voilà, parce que deux dernières questions, Julien Papelier. La première, on parlait tout à l'heure de la rémunération des auteurs, notamment sur tout ce qui est droit d'auteur, etc. Ça, c'est valable pour des auteurs qui sont déjà installés. Qu'en est-il pour les jeunes auteurs qui allaient peut-être publier leur premier titre et qui, du coup, risquent de se retrouver le bec dans l'eau? Alors, nous, on paye toujours les auteurs au fur et à mesure du travail qu'ils nous rendent. Donc, à partir du moment où on leur a passé un contrat et qu'ils peuvent travailler chez eux, ils sont payés par rapport au contrat qu'ils ont signé avec eux. Donc, de ce côté-là, on ne les laisse pas tomber, évidemment. Et vous savez qu'on a une politique quand même qui est vraiment de soutien avec les jeunes auteurs, puisque si vous prenez une initiative comme Webtoon Factory, on est sur un business model qui n'existe pas, puisque pour l'instant, c'est de la pure création. On paye en avance. Les auteurs, ils sont bien payés pour le travail qui est effectué, même si nous, on n'est absolument pas certain des revenus et de quand on atteindra notre rentabilité sur ce secteur-là. Dernière question, la plus simple, on va dire. Quelle est la prochaine grosse sortie des éditions Dupuis ? Alors, c'était important de ne pas laisser tomber les libraires en maintenant un programme de lancement important dès l'été. Donc, on a choisi de conserver 2 titres qui sont très importants. Un premier qui s'appelle Seul, vous savez, c'est une bande dessinée qui est destinée que les fans du journal Spirou connaissent bien et que les enfants et maintenant même les ados qui suivent bien la série connaissent bien. Donc le nouveau tome arrive mi-juin. Et puis un autre album pour les adultes qui s'appelle Le Dernier Atlas, qui a été un événement en 2019, qui a reçu le prix René Goscinny à Angoulême et dont le tome 2, très très attendu par les libraires spécialistes notamment, arrive également dans quelques jours. Ouais, ça, c'est un titre qui pourrait te plaire, Thomas Dubois, d'ailleurs. Eh ben, je note. Pas de risque d'embouteillage sur les étals. Et après, c'est ma dernière question, parce que Sylvain Richomme me fait les gros yeux, c'est lui le maître des horloges. Ah, j'ai pas entendu la Pas de risque d'embouteillage chez les libraires? Non, le risque d'embouteillage, nous, je vous l'ai dit, vous avez lissé sur plusieurs mois, voire années. Donc on lisse, et même on se donne la possibilité de remettre en avant des titres qu'il ne faut pas oublier, qui sont les titres qui sont parus fin février, début mars, dont on aimerait bien que ce ne soient pas les grands oubliés du Covid. Voilà. Eh ben parfait, merci beaucoup. Et merci d'avoir accordé quelques minutes dans cette émission. On reviendra vers vous pour plus d'informations quand ce sera relancé. Merci Julien Papelier. Merci. Toujours en direct sur le site web Paris Normandie, sur la page Facebook de Paris Normandie, sur les ondes de Radio Sensation et en partenariat avec Radio Horizon. On aura tout à l'heure la question de l'auditeur Radio Horizon. Et puis on peut rappeler aussi que toutes les semaines, la Minute BD sur la Web TV de Paris Normandie, ça permet de mettre en avant un coup de cœur. Thomas ne le connaît pas, mais Thomas, c'est le monsieur musique, c'est pas le monsieur lecture. La Minute BD qui vous est proposée par Anthony Quindroit. Restez bien par les avec nous. On va parler tout à l'heure industrie aéronautique. Toutes ces PME normandes, comment réussissent-elles à survivre? Également, dans très peu de temps, là, à 5 minutes à peu près, on sera avec Mathieu Béliard, l'homme du 6-9 d'Europe 1. Et puis les agences de voyage, les vacances, ça nous concerne, ça vous concerne. Enfin, du moins, on espère, en tout cas pour ceux qui auront la chance d'en prendre. Tout à l'heure, Bertrand Ripoll, responsable du réseau d'agences de voyage VPN, sera avec nous et on pourra lui poser toutes les questions pour essayer d'en savoir un peu plus sur ces vacances dont on ne sait pas trop comment elles vont se passer. Pour l'instant, on va dialoguer avec un maître de conférence et je vous laisse le présenter, Thomas. Fabien Bottini, bonjour. Maître de conférence en droit public à l'Université du Havre, entre autres. Juste avant de commencer, précisons que vous avez un lien particulier avec ce plateau télé parce que vous étiez censé intervenir ici sur ce plateau le 15 mars pour notre soirée électorale, pour le premier tour des élections municipales. Et le Covid, on a décidé autrement. Merci en tout cas de nous rejoindre aujourd'hui. Devant une belle bibliothèque. Devant une belle bibliothèque, effectivement. Et d'ailleurs, les élections municipales qui sont à nouveau d'actualité aujourd'hui, puisque le Conseil scientifique a donné son avis pour que, en tout cas, a donné un avis plutôt favorable pour que ce deuxième tour se tienne à la fin du mois de juin. Est-ce que pour vous, c'était un enjeu important justement qu'elle se tienne le plus rapidement possible, en tout cas que ce second tour se tienne rapidement? Alors, bonjour à tous, merci de votre invitation. Je suis content de vous retrouver et effectivement, c'est l'occasion de faire une espèce de bilan d'étape puisque si vous vous souvenez, le 15 mars, j'étais intervenu par téléphone sur votre plateau. Vrai, ouais. Et j'avais déjà soulevé la question de savoir jusqu'à quand il était raisonnable de décaler le second tour. Et j'avais dit, on peut envisager un décalage de 15 jours, 3 semaines, mais au-delà, est-ce qu'il ne faudrait pas tout refaire ?
Et la question continue de se poser. Alors, c'est vrai que le comité scientifique, lui, estime que sous réserve de refaire un bilan 15 jours avant, fin juin, il ne voit pas d'objection. Mais est-ce que la question est bien là sur le plan juridique, puisque vous savez peut-être que certains ont saisi de la juridiction administrative et espèrent déposer une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel pour faire annuler l'ensemble du processus électoral, y compris le premier tour. Et quelles sont les probabilités pour que ces réactions finalement aboutissent, ces oppositions aboutissent? Alors c'est très très difficile à dire. En réalité, pour moi, le vrai enjeu, c'est de savoir à quelle date le Conseil constitutionnel pourrait être saisi, puisque la procédure est assez longue, dans le sens où à partir du moment où le Conseil va être saisi, de toute façon, il a 3 mois pour rendre sa décision. Donc si on décidait d'organiser le second tour d'ici la fin du mois de juin, le risque, c'est que le Conseil intervienne trop tard et que finalement, il ne puisse qu'acter le fait que le second tour a déjà eu lieu. Ça ne pourrait pas être annulé a posteriori ? Alors, ce serait très compliqué parce qu'il faudrait tout refaire, il y aurait un coût pour les finances publiques. Donc je pense que si le Conseil était mis devant le fait accompli, il ne faudrait pas s'attendre à ce qu'il annule l'élection. Il pourrait les valider, même s'il pourrait noter que des arguments étaient sérieux. 2 arguments sont mis en avant. C'est la violation du principe de sincérité du scrutin, du fait de l'abstention record. Hein, je vous rappelle le chiffre, plus de 55% des électeurs ne se sont pas déplacés, c'est inédit. Et puis il y a un problème de représentativité des conseils qui ont été élus ou qui seront élus, puisque du coup, ils auront été élus par une très faible minorité de nos citoyens. Alors justement, Fabien Bottini, Sébastien Lecornu, le ministre en charge des collectivités territoriales, nous disait l'autre jour que le taux de participation n'était pas un facteur qui pouvait permettre de juger une élection légitime ou illégitime. Et j'ai envie de dire, avec le recul, est-ce que comment vous le jugez, ce premier tour, la tenue? Est-ce qu'il aurait fallu, selon vous, maintenir ce premier tour? Quel est votre regard là-dessus? 2 questions, hein, désolé. Oui. Alors, je vais commencer par répondre à la dernière. Rétroactivement, quand on regarde le calendrier, le 14 mars, le Premier ministre nous annonce que le 16 mars, un confinement va être installé, mais le 15 mars, les citoyens sont quand même invités à aller voter. Si vous voulez, c'est cet enchaînement des faits, c'est ce qui s'est passé le 14, 15, 16 mars qui pose question. Monsieur le ministre a bien sûr raison, le fait que les électeurs ne se déplacent pas en soi, c'est pas une cause d'annulation, mais ici ce qui pose problème, c'est le contexte dans lequel les gens ont été amenés à ne pas se déplacer. Vous avez sorti un ouvrage là tout récemment, ça s'appelle L'action économique des collectivités publiques, c'est ça. Ces enjeux, son droit, ses acteurs. La relance des conseils municipaux, la reprise de la vie. Voilà. Comme chez Ardisson, impeccable. Il faut le mettre devant la tête pour que ce soit comme chez Ardisson. C'est ça. C'est ce qu'on appelle un pavé quand même. La reprise de la démocratie locale et le retour des conseils municipaux, c'est important pour la relance économique aujourd'hui? Oui, c'est important. C'est pour ça que j'insistais sur la représentativité et les problèmes de représentativité des conseils élus, parce que il faut savoir que les administrations locales représentent 70% de l'investissement public. C'est-à-dire que la commande publique locale, notamment celle qui est décidée au niveau municipal, va jouer un rôle de levier sur la relance de l'économie, mais pour que ce levier soit efficace, encore faut-il que les choix politiques qui soient opérés ne soient pas contestés, notamment par l'opposition qui dira que l'équipe en place n'a pas la légitimité pour prendre ces décisions. C'était d'ailleurs ce que disait le préfet la semaine dernière en conférence de presse, comme quoi le BTP repartait grâce au privé, mais qu'il y avait un vrai frein au niveau des commandes publiques, puisque les conseils municipaux et les conseils communautaires n'étaient pas encore installés, et donc il fallait que ce deuxième tour se tienne en même temps, enfin se tienne rapidement, pardon. Qui pourrait faire des réclamations? Est-ce que ce sont les listes d'opposition ou est-ce que ce sont de simples citoyens qui pourraient s'opposer à la tenue d'un second tour?
Alors déjà, j'ai entendu que le Premier ministre allait réunir l'ensemble des partis pour savoir quelles étaient leurs positions sur le calendrier, hein, s'ils souhaitaient organiser les élections fin juin ou plus tard. Hein, vous savez que la date de mi-septembre, mi-octobre avait été annoncée, même mars 2021. Donc à partir de là, il va falloir savoir ce que vont vouloir les partis politiques. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que même si les partis politiques sont d'accord pour faire des élections en juin et valider les élections du premier tour, il y a des dissensions parmi eux, puisque vous avez des maires sortants qui attaquent les résultats du premier tour parce qu'ils leur sont défavorables. Donc là, ils s'éloignent parfois de la ligne de leur parti politique. Donc ça, c'est des requérants, je dirais, de première importance. Et concrètement, si on décalait encore la tenue d'un second tour, est-ce qu'on décalerait la prochaine élection municipale ? Excusez-moi, ça a coupé. Je disais, si on décalait la tenue du second tour, est-ce qu'on décalerait la prochaine élection municipale, puisque les mandats seraient amputés, forcément ? Si on décale d'un an, est-ce qu'on décale encore d'un an la prochaine élection, qui se tiendra dans 6 ans ? Alors, pour l'instant, c'est pas prévu. Hein. C'est pas prévu. Effectivement, on pourrait s'y attendre, mais en l'état actuel des choses qui ont été décidées au plus haut sommet de l'État, ce qui est prévu, c'est que les prochaines élections interviendraient malgré tout en mars 2026, donc elles ne seraient pas reportées a priori en 2027, ce qui veut dire très concrètement que les équipes municipales qui vont être élues feront moins de 6 ans de mandat, ce qui explique aussi pourquoi certains veulent que le second tour soit organisé au plus vite, parce que ce qu'ils veulent, c'est pouvoir commencer à lancer les chantiers tout de suite. Merci beaucoup Fabien Bottini. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez nous remontrer votre livre ? Oui, montrez-le-nous par la tranche. Par la tranche, on veut voir le nombre de pages. Le nombre de pages. Non, c'était le petit joke pour finir notre entretien. 900 et quelques. 900 et quelques pages. Et Fabien, du coup, si le second tour a lieu fin juin, du coup, on vous retrouve si sur vous le venez plateau. avec nous. Voilà, vous viendrez avec nous sur le plateau. Bien sûr. Voilà. Super. Merci beaucoup. J'espère à fin juin. Nous allons maintenant passer à la radio. Ici, c'est de la télé, on a l'image, on a le son, mais on va passer à celui qui, tous les matins, de 6h à 9h, et même jusqu'à 9h30, pendant ces périodes-là, eh bien, nous réveillait sur l'antenne d'Europe 1. Je parlais de Mathieu Béliard. Mathieu Béliard, d'ailleurs, il était venu avec toute l'équipe d'Europe 1, avec Nathalie Lévy aussi, qui fait la tranche d'info le soir du 18-20, à l'époque de Lubrizol, rappelez-vous. Je vais lui poser la question, parce que... J'ai un souvenir très précis de l'avenue de... Mais pour être précis et pour le réexpliquer, Europe 1 avait installé son studio dans les locaux de Paris-Normandie pour couvrir l'actualité de Lubrizol. Et voilà que Mathieu Béliard nous apparaît depuis son garage. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, c'est pas neutre de dire que Mathieu apparaît dans son garage parce que c'est depuis ce garage que, pendant tout le confinement, les auditeurs, Mathieu, vous ont entendu tous les matins sur Europe 1. Précisément, ici chez moi, donc en Normandie, hein, je suis des vôtres, les amis, je suis à la frontière de l'Île-de-France. Oui, je suis parti un jour, c'était un lundi de la rédaction, sans savoir que je n'y reviendrai pas pendant 2 mois. Et donc j'ai été confiné ici. Heureusement, vous avez une belle cave. Heureusement, il y a une belle cave derrière. Oui, elle a réduit un peu avec le Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle a pris une petite claque quand même, Mathieu Béliard. Alors, on doit, messieurs, Thomas et Anthony, on doit rendre à César ce qui est à César, ou plutôt à Mathieu et à Europe 1 ce qui leur appartient. C'est que nous avons eu l'idée, il faut le rappeler pour toutes celles et ceux qui nous suivent, sur les supports numériques de Paris-Normandie, sur les ondes de Radio Sensation et en partenariat avec Radio Horizon. C'est un matin, le premier jour, où j'entends Mathieu Béliard, parce que je prenais mon café et je l'entends dire, on va lancer le concept de radio ouverte sur Europe 1. Et moi, je me dis, mais attends, chez PNTV, groupe Paris-Normandie, on ne peut pas rester comme ça. Et nous, on a lancé Lignes ouvertes. Alors, radio ouverte chez Europe 1, Lignes ouvertes chez nous. On est un peu les cousins, en fait. Et Mathieu, voyez ce que je vais faire ? Je vais enlever la bonnette PNTV et je vais mettre la bonnette Europe 1. Voilà, comme ça. Alors, vous me croirez ou pas, mais depuis notre venue, j'ai ma petite bonnette
Paris-Normandie qui est sur mon bureau, à Paris pour le coup, à la rédaction d'Europe 1, mais j'ai la petite bonnette Paris-Normandie, je pense à vous de temps en temps. Justement, la matinale. Justement, j'ai le souvenir, vous étiez venu juste à côté de ce studio faire la matinale d'Europe 1 au moment de Lubrizol, il y a quelques mois. Vous aviez eu la gentillesse d'ailleurs de nous accueillir sur ce plateau. Quel souvenir vous gardez de cet épisode quand même très particulier? Vous aviez cuisiné le maire de Rouen, Yvan Robert. Très particulier, ouais, parce que forcément, mais en plus nous on a pas mal aussi d'auditeurs qui ont continué à nous parler de la situation des auditeurs normands, de Rouen, mais pas seulement. Très particulier parce que la crainte était légitime et que c'était complètement différent de venir présenter cette matinale, la préparer. Il y avait aussi le grand journal de Nathalie Lévy la veille au soir. Oui. C'était complètement différent d'être sur ce terrain-là, à votre contact, au contact des habitants de Rouen, et puis parfois de sentir, parfois de voir, de comprendre un petit peu la géographie des lieux. Et oui, j'en garde un très très bon souvenir. C'est en plus à ce jour la seule délocalisation de la matinale. Donc un très bon souvenir. Si vous nous rejoignez maintenant sur Lignes Ouvertes en direct sur PNTV, nous sommes en direct justement avec Mathieu Béliard d'Europe 1 le matin, le 6-9, l'info qui vous réveille. Mathieu, 2 questions. La première, qu'est-ce que ça a supposé de changer complètement de cadre de travail, de passer des très beaux studios, les nouveaux studios d'ailleurs, on n'est plus rue François 1er à Europe 1, on est dans le 15e. Qu'est-ce que ça fait de faire de la radio dans son garage? Et puis 2, retour d'expérience en fait. Qu'est-ce que vous avez tiré en synthèse de ce concept de radio ouverte, d'être beaucoup plus en fait en direct avec les auditeurs? Alors il y a 2 choses. La première chose, c'est que à titre personnel, ça a été extrêmement confortable. J'ai pas arrêté de le faire et je continuerai à le faire tout au long de l'année. Les services techniques d'Europe 1 ont été absolument incroyables parce que vraiment, pour moi, c'était quasiment indolore. J'ai pu, pendant le temps d'antenne, pendant le 6-9, me sentir comme si j'étais en studio avec une qualité sonore idéale, avec une installation qui est très simple, un sommaire, ordinateur, double écran, etc. Et avec un réseau d'ordre qui me permettait de communiquer en permanence avec la régie, avec les quelques effectifs qui étaient restés dans les locaux d'Europe 1. Donc pour moi, une sensation de grand confort. Vous ajoutez à ça le fait qu'à 9h30, je rends l'antenne, 9h35, je suis au petit déjeuner avec mes enfants. C'est quand même très agréable. C'est la version très agréable du télétravail, même si parfois, du coup, on se laisse un petit peu envahir à la maison par le boulot. Ensuite, sur ce qu'il en restera, c'est compliqué. C'est très compliqué de dire. Je sais qu'il en restera quelque chose. Non, mais c'est ça. Un peu de frustration, peut-être aussi, quand même, de pas être, de pas être à la fin. Ouais. Au contact de vos équipes. Parce que, on va être très clair, un WhatsApp, ça vous fait pas des relations humaines. Que les conférences de rédaction uniquement au téléphone, en haut-parleur, c'est un peu compliqué pour se couper la parole, pour échanger. Et autant ça a plutôt bien fonctionné dans les premiers temps et sur le rythme de croisière, à la fin, ça a commencé à tirer un petit peu, à la fois sur la fatigue, sur la nervosité, le besoin aussi de se parler en se regardant dans les yeux, quoi. C'est quand même quelque chose qui manquait et ça m'a fait le plus grand bien aussi de retourner à la rédaction. Et vous avez une date de retour en plateau, on va dire normal, ou c'est déjà fait peut-être? Alors moi je suis en plateau, je suis rentré le 11, on a voulu être le plus cohérent possible, autant on a été, je pense, très proactif, très rapide sur le confinement lui-même. À partir du 17 mars, on était en télétravail quasi total, autant il nous a semblé assez cohérent d'être dans cette logique en phase avec les Français. Il nous a semblé assez cohérent de reprendre à partir du 11 mai parce que des Français reprenaient, parce que des écoles rouvraient. Donc moi, je suis rentré. Les présentateurs et présentatrices des journaux aussi. Cette semaine, on a fait rentrer la moitié des chroniqueurs et ça va revenir petit à petit. Pareil pour les invités. Pas de règles strictes du genre plus d'invités en plateau ou tous en plateau. Progressivement, un peu comme le déconfinement du pays, finalement, on va faire ça pas à pas, en gardant en tête qu'on est capable de rebrousser chemin si jamais il y avait une alerte sanitaire X ou Y. Alors, vous voyez Mathieu, en vous écoutant, on a Valérie qui nous suit, qui nous dit c'est génial ce concept de médias interactifs, en fait d'audiovisuel interactif, c'est ce que vous avez fait, la radio le fait d'ailleurs en général, mais là vous l'avez fait beaucoup plus pour ce concept de radio ouverte, et puis c'est ce qu'on fait ici sur Lignes Ouvertes sur PNTV. Est-ce que ça veut dire par exemple que chez Europe 1, on va devenir beaucoup plus interactif au fil du temps dans les différentes tranches de programme ?
Notre souci, c'est toujours la pertinence. Moi c'est ma signature, c'est ma marque de fabrique que de prendre des auditeurs à l'antenne. J'adore ça, j'adore l'échange, la libre antenne. C'est parfois un petit message sympa, parfois des témoignages très forts sur l'actualité. C'est vraiment ce que j'aime faire le plus. Maintenant, on est sur une matinale, donc l'idée, c'est que ce soit pertinent. Le standard est toujours ouvert, il l'était depuis la rentrée, et on prend des auditeurs. On en a pris évidemment beaucoup plus dans cette période-là. Moi, je pense que c'est le sens de la radio tout court, que d'être au service de l'auditeur, en proximité. Et comme j'aime souvent le rappeler, et ça, cette séquence nous l'a rappelé, la radio, c'est d'abord une table, un micro et un téléphone. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Les 20 secondes d'autopromo, Mathieu Béliard, un peu de teasing pour demain ? Ah, c'est un peu tôt aussi. On a monsieur Bazin du groupe Accor qui sera là à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Et on a la patronne, normalement. Allez, je vous le dis, c'est à 90% sûr. On a la patronne du groupe Solvay, groupe de chimie, qui sera avec nous à 7h40. Et c'est très intéressant d'abord parce qu'elle a un profil, une carrière passionnante. Pour vous la faire simple, c'est une fille qui vient du Maroc et qui n'était pas du tout destinée à devenir PDGR d'un grand groupe comme le groupe Solvay. Et puis parce que la chimie, il y a des questions qui vont se poser à la fois par rapport à l'industrie pharmaceutique et puis ensuite par rapport aux enjeux écologiques à venir. Donc ce sera passionnant. Normalement, c'est bon pour 7h40 demain matin. C'est un beau teasing, ça. Parfait. Merci beaucoup. Et vous revenez quand vous voulez. Hein. Voilà, avec grand plaisir. Mais moi, je suis très très près. Moi, je suis à 3/4 d'heure de. Bon, bah, raison de plus. On a un partenariat avec Radio Sensation, un partenariat avec Radio Horizon et bientôt un partenariat avec Europe 1. Alors, bientôt PNTV sur Europe 1. Et puis, on nous demandait, quelqu'un nous demandait tout à l'heure, c'est Thierry qui nous demandait à quand le retour d'Europe 1 dans les locaux de Paris-Normandie pour de nouvelles sessions d'infos. Bah, peut-être en fonction de l'actualité, mais on souhaiterait qu'elle soit davantage positive que celle de Lubrizol. Hein. Je vais pas vous souhaiter que ça se reproduise quand même. Hein. Je pense que ce serait assez mal vu c'est gentil. dans la région. Mais cela dit, moi je passe à Rouen de temps en temps, je passerai vous voir, pas forcément pour bosser. Super. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et puis toutes celles et ceux qui nous ont suivis, là, cet échange avec vous, Mathieu, depuis votre fameux garage. Hein, il est fameux maintenant, votre garage. J'ai fait exprès de pas le ranger pour que vous l'ayez dans son jus. Et bah donc, vous avez fait exprès de vider la cave aussi. Demain, lorsque celles et ceux qui le voudront bien se connecteront sur Europe 1 demain matin dès 6h, et ben se souviendront de cet échange joyeux qu'on a eu avec vous. Un grand merci Mathieu. Beaucoup. Et puis maintenant, c'est la sieste, non ? À très bientôt, oui, la sieste. Je vais manger un petit morceau et puis je vais aller dormir. On a de la chance d'avoir un joli temps sur la Normandie aujourd'hui. Donc je pense que ce sera dans le jardin. Ciao Mathieu. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci. Pas dans le même coin de Normandie alors. Pardon ? On n'est pas dans le même coin de Normandie alors. Non. Nous c'était plutôt gris. Alors donc oui, mais là comme on est dans le studio, il n'y a pas de fenêtre. Peut-être que le temps a changé là depuis qu'on est à l'antenne avec tous nos amis qui nous suivent. Vous nous avez souvent interpellés sur les campings. C'est arrivé là depuis ces 44 émissions qu'on a passées ensemble jusqu'à présent. Eh bien Mathieu Torrent est allé rendre visite. J'ai dit quoi, Mathieu ? Martin Torrent. Ah, mais c'est parce que je suis encore influencé par Mathieu Béliard. Janvier, vous avez dit Radio Horizon Mathieu plusieurs Torrent. fois, c'est Radio Sensation. Alors, j'enlève, d'ailleurs, on reprend le cours du programme, j'enlève la bonnette Europe 1 et je remets la bonnette PNTV. Martin Torrent, disais-je, est allé rencontrer le dirigeant d'un camping à Louviers. Regardez, et juste après, on se retrouvera avec Bertrand Ripoll, qui est responsable des agences de voyage VPN. On pourra lui demander ce qui va se passer pour notre été. Alors ici, on est à Louviers. Dans l'Eure, on est au camping des Escales. Comme vous pouvez voir, on est très très arboré. C'est d'une tranquillité à toute épreuve. Les capacités du camping actuellement, ils sont de 90 emplacements sur 2,5 hectares. Ce qui représente 5 sanitaires, un snack, bar, une salle d'animation, un accueil, des terrains de pétanque, terrains de ping-pong et aussi la piscine. Nous avons bien sûr la partie campeur avec des emplacements qui sont de plus de 100 mètres carrés. Nous avons des chalets, des mobil-homes, mais aussi de l'insolite. Des bulles où on peut passer la nuit sous les étoiles en tout confort avec un jacuzzi. Avec le Covid, bien sûr, beaucoup de choses sont fermées. On a suivi les différents fiches métiers qu'on nous a fournis, donc à savoir bien sûr la distribution de gel hydroalcoolique, des affichages à l'entrée systématiques pour préciser le port de masque obligatoire dans les zones communes, de se laver les mains en entrant et en sortant des sanitaires, de supprimer aussi des lavabos pour y avoir l'espace entre 1 mètre, de fermer les salles d'animation, les jeux pour enfants pour l'instant, et aussi de fermer actuellement aussi la piscine.
Alors pour la piscine, donc il y aura un nombre limité de dans le bassin. Ce sera 10 personnes maximum et pas plus d'une demi-heure dans la piscine pour faire profiter un petit peu tout le monde. Les panneaux, ils sont systématiquement à chaque entrée du bâtiment, là où il y a les lieux communs. À l'entrée, quand on rentre dans le camping, tout de suite, on a un affichage qui nous décrit tous les gestes à appliquer au niveau du camping. Le port du masque, le gel, la distance de sécurité et aussi le paiement. Le paiement exclusivement que par carte. Une protection justement pour protéger les campeurs et aussi me protéger moi. Après, on va rien inventer, hein, on voit ça dans tous les magasins, les restaurants, l'hôtellerie. Une plaque de plexi pour pouvoir justement éviter les projections. La réouverture, vous pensez qu'elle pourra être possible? J'ai mis en place exactement tout ce qui pouvait être mis en place en matière d'affichage, en matière de matériel et aussi en termes de, de réservation. Ça veut dire que c'est une journée sur deux pour éviter le chevauchement de plusieurs personnes. Donc là, la plupart des campings que je connais sont prêts. Notre président nous dit on peut ouvrir, le lendemain c'est ouvert. Reportage de Martin Torrent qui est allé voir ce patron de camping à Louviers. Et Bérangère nous disait, bah oui, Bérangère, elle a compris qu'on n'avait pas de fenêtre ici. Donc elle nous dit, le temps se lève. Et puis Valérie remarque que je suis distrait. Oui, je suis un peu distrait aujourd'hui. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes amoureux peut-être? Il y a un souci, vous voulez qu'on en parle? Vous voulez vous allonger? Non, pas du tout, je suis tout à fait réjoui. Je vous sens un peu fatigué, Sylvain. Ah, je ne suis pas du tout, non. On va peut-être faire le pont jeudi, vendredi. Du coup, ça va vous faire du bien. Oui, ça c'est parce qu'Anthony veut faire le pont, donc il commence déjà à m'influencer. En fait, effectivement, jeudi et vendredi, demain on se retrouve, mercredi, et jeudi et vendredi, effectivement, il n'y aura pas d'émission. Tiens, quelques éléments de programme pour demain. Quelques éléments de programme pour demain. Faisons un peu de teasing, oui, nous également. Nous aurons une réalisatrice en plateau pour évoquer la sortie d'un film qui a été ajourné puisque ça devait sortir au cinéma et c'est sorti finalement en VOD. C'est un film qui a été tourné en Normandie. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. La réalisatrice sera avec nous en plateau. Nous aurons la Bred qui viendra parler finances et économie des ménages. Nous aurons un sujet qui directeur général national du groupe Bred. Un sujet qui vous tient à cœur, Sylvain, puisqu'on va parler aviation et on va parler cuisine avec le chef Gallienne et avec Perico Légas puisque les deux invités pourront échanger entre eux et Thomas veut dire quelque chose mais nous avons un invité et je précise, si vous me permettez Anthony, je précise pour tous nos amis que le chef Gallienne, David Gallienne du Jardin des Plumes à Giverny, on le voit le mercredi soir dans Top Chef. Il est en compétition dans Top Chef sur M6. Je plaisantais Thomas. Alors maintenant les vacances. Thomas voulait vraiment dire quelque chose. Je voulais juste signaler nous aurons aussi notre Greta Thunberg à nous, la jeune lycéenne, exactement. Qui a écrit à Emmanuel Macron récemment dans nos colonnes et elle va nous expliquer, je remets la bonnette, c'est ça? Oui, remets sa bonnette. Et elle va nous expliquer si elle a eu une réponse surtout. Alors, les vacances, j'espère qu'on vous a donné envie pour demain. Les vacances, on en parle avec Bertrand Ripoll. Bonjour Bertrand. Bonjour. Le voilà Bertrand. Bertrand, c'est sympa de passer par le plateau de Lignes Ouvertes sur PNTV. Bertrand est aussi sur Radio Sensation et en partenariat avec Radio Horizon. Bertrand, vous êtes donc responsable des agences de voyage VPN, enfin réseau d'agences de voyage. Et donc on a très envie de vous questionner sur les vacances et aussi de savoir comment ça se passe aussi dans votre métier d'agent de voyage. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Tiens, on commence par ça. Écoutez, oui, depuis le 16 mars, on a été confronté à cette situation inédite et presque surréaliste où il a fallu annuler les voyages de nos clients. Donc c'est vraiment à l'encontre de notre profession de faire voyager les gens. Donc avec regret, ça fait 2 mois que, évidemment, notre activité est au point mort. Annulé et remboursé? Alors, annulé et reporté, puisqu'on a eu une ordonnance qui a été promulguée par le gouvernement depuis le 25 mars, qui stipule que tous les voyages prévus pendant cette période, qui allait du 1er mars jusqu'à maintenant, 12 septembre, les clients ont la possibilité, et on leur propose de reporter leur voyage en fonction des possibilités, des disponibilités, donc pour la fin de l'année ou l'année prochaine. Et ça, c'est valable uniquement pour les voyages, on va dire, complets, c'est-à-dire vol, hôtel, etc. Pour les vols secs?
Alors les vols secs, il y a une polémique en ce moment sur la possibilité de remboursement ou avoir des billets d'avion. Il y a des instances qui sont montées au créneau pour demander aux compagnies aériennes le remboursement. Mais bon, là, il y a une situation économique qui fait que les compagnies aériennes, pour l'instant, restent sur la possibilité d'avoir, c'est-à-dire que le client pourra également reporter son voyage. Depuis quelques jours, Air France a ouvert un petit peu la ligne en proposant un remboursement. Donc, mais j'ai l'impression... Attendez, si vous me permettez, Anthony, je précise pour toutes celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un vol sec. Un vol sec, c'est un vol sans autre réservation, sans hôtellerie, sans voiture, c'est juste le vol en fait. On a quand même l'impression, c'est une petite considération personnelle, mais que les agences, pas que les agences, mais en tout cas que les compagnies aériennes ne jouent pas le jeu du remboursement. Alors ça, c'est un peu compliqué. Ils ont un statut à part. C'est vrai que tout ça, il y a un contexte européen qui fait qu'il y a une protection de ce côté-là, même si ça va à l'encontre du consommateur. Mais encore une fois, il y a des démarches qui sont faites au niveau d'associations de consommateurs, même de réseaux d'agents de voyage qui demandent à ce que les compagnies remboursent les clients plutôt, ou possibilité d'en avoir également. On va les contacter justement pour la semaine prochaine pour faire un point. Et ça va évoluer. Vous voyez, Air France, c'était... Ah non, mais attendez, les compagnies, ça tombe bien, parce que demain, on est avec le président de la FNAM, la Fédération nationale de l'aviation marchande, donc Alain Battisti, qui est également patron d'une compagnie aérienne. Donc on en saura un peu plus. En saura un peu plus. Est-ce que les dernières annonces du gouvernement, le déconfinement progressif, font qu'aujourd'hui, les clients reviennent vers vous? Alors, nous, depuis le 11 mai, on a pris la décision de ne pas ouvrir nos agences. Et je crois que c'est un petit peu l'attitude des réseaux d'agences, dans le sens où nous sommes dépendants effectivement des mesures et des décisions du gouvernement. Donc, en l'état, concernant la France, on ne sait pas encore si on pourra se déployer à plus de 100 km. Donc ça, on le saura le 2 juin. Donc pour nous, vendre la France, pour l'instant, c'est encore un petit peu hypothétique, même si ça sera la tendance et on va petit à petit y arriver et on a des produits en la circonstance. Ensuite, les horizons plus lointains comme l'Europe, vous savez qu'on le saura un petit peu plus pareil début juin. Excusez-moi, d'ailleurs, quelles sont les destinations que vous vendez le plus, que vous avez l'habitude plutôt de mettre en valeur? Ah bah là, dans une saison normale, et j'espère qu'elle va revenir à la normale petit à petit, si l'Europe reprend des couleurs, ce sera la porte ouverte sur l'Italie qui commence à donner des signes intéressants. La Grèce, on ne désespère pas la Grèce. Fin juin, début juillet, il y a déjà des décisions qui sont prises pour l'ouverture des vols, l'ouverture des bars, des restaurants. L'Acropole a ouvert hier avant-hier. D'autant plus. Le bassin méditerranéen, on l'espère, va être à nouveau à l'honneur, mais d'ici 15 jours, 3 semaines, on en saura plus. D'autant plus, Bertrand Ripoll, que la Grèce ayant peu souffert de la crise sanitaire, ça peut être de nature à donner confiance aux visiteurs, aux touristes éventuels. Complètement. C'est un des pays qui va revendiquer cette. On a la question chaque jour dans notre partenariat, dans le cadre de ce partenariat avec Radio Horizon. On a la question de Radio Horizon avec Julien que l'on prend en direct. Est-ce que Julien est avec nous? Eh bien, oui. Bonjour Julien. Alors bonjour Julien, justement, Bertrand Ripoll notre invité est en attente, puisque je crois, Julien, que la question du jour des auditeurs de Radio Horizon concerne justement cette question du voyage. Exactement. Bonjour Sylvain, bonjour Thomas, Anthony et Bertrand Ripoll. Bonjour. Alors ce matin, on a voulu récolter les questions de nos auditeurs à propos des voyages et vacances pour cet été. Et une question a été sélectionnée pour Bertrand. Une question de Bruno de Déville-les-Rouen qui souhaite partir en vacances dans le sud cet été et qui s'interroge sur la meilleure période et le meilleur endroit pour partir en vacances sans être trop en contact permanent avec la foule. Alors quand vous dites le sud, Julien, il doit vouloir dire le sud de la France. Sinon le sud de l'heure. Ah non, oui, le sud de la France, effectivement. Le sud de la France. Alors, réponse, Bertrand Ripoll. Le sud de la France, déjà, nous, en agence, on vend le produit France. On a tendance à penser qu'en agent de voyage, on ne vend que l'étranger. La France sera à nouveau à l'honneur. Le sud de la France, écoutez, il y a
plusieurs possibilités. Je pense que la Côte d'Azur risque quand même d'être un petit peu demandée. Hein, les gens auront besoin de retrouver la Méditerranée, les plages sont un petit peu étroites, donc on aura quand même ce phénomène de foule. Donc moi, je me reporterai peut-être sur des destinations plus arrière-pays, campagne, Provence, une maison individuelle avec une petite piscine. En fonction des budgets, il y a un petit peu tous les styles de vacances. Hein. Ça peut être du gîte, ça peut être de l'appartement et ça peut être des maisons individuelles. Et pour être un petit peu à l'écart et vivre d'autres vacances que peut-être s'agglutiner entre guillemets sur les plages. Voilà, ça répond à la question de Christelle. Hein. Christelle nous intervient. Bertrand, il y a l'Hérault, il y a le. Voilà, il y a Christelle, voulez-vous questionner sur quelle destination vous nous conseillez, mais là vous venez d'apporter en partie la réponse. Une remarque aussi je ne sais plus le nom du pseudo, mais d'une personne qui nous suit et qui nous dit, puisque les réservations SNCF sont ouvertes pour l'été 2020, ça veut bien dire qu'on parie sur le fait qu'on pourra se déplacer, bien sûr, à plus de 100 km. Tout à fait. Hein, les moyens de transport vont reprendre petit à petit. Bon, le ferroviaire, on en entend parler. Petit à petit, la SNCF va remettre des trains en évolution et en puissance. L'aérien, même si Air France a un programme restreint, il y aura quand même quelques grandes lignes comme Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse qui achemineront nos clients. Et puis, il y a les autocars qui vont reprendre aussi. Nous avions une personne en plateau il y a peu de temps qui nous disait que le tourisme de masse allait avoir du plomb dans l'aile. Il faut juste que je vous coupe, Anthony, c'est pas du tout bien ce que je fais, mais je veux juste qu'on dise au revoir, Bertrand Ripoll, à nos amis qui nous suivent sur les ondes de Radio Sensation, puisque nous les quittons très précisément à 13h04. Voilà. Merci à vous sur Radio Sensation de nous avoir suivis, et on se retrouve demain, même plateau, même heure, avec vous et avec tout le monde. Et nous continuons sur les supports numériques de Paris-Normandie. Donc oui, je disais, une invitée en plateau nous disait que le tourisme de masse allait avoir du plomb dans l'aile, qu'on allait finalement, que cette crise allait permettre de changer aussi cette façon de voyager. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Et quel va être l'impact pour vous, finalement, agence de voyage, qui proposez ce type de produits à l'année, des produits généralement moins chers que ce qu'on peut trouver habituellement? Oui, alors effectivement, il y a une réflexion autour de l'après, le monde d'après, qui va toucher tous les secteurs économiques, et le tourisme en fait partie. Au vu du traumatisme qu'a créé le Covid-19, c'est sûr que les précautions pour se mouvoir, pour partir, pour loisir ou affaires, va susciter des changements de comportement chez les gens, donc on y est prêt. À mon avis, il va se passer effectivement peut-être une quantité moindre, au moins pour cette année et l'année prochaine, le temps que le monde se calme au niveau de cette pandémie, mais une certaine qualité qui reviendra sûrement, qualité dans l'hôtellerie, les capacités, qualité au niveau de l'accueil, au niveau du sanitaire. Et individuellement, les gens vont comprendre que de se retrouver dans des hôtels de 2000 personnes sur une plage bondée comme à Rimini, comme dans d'autres endroits qu'on voit de temps en temps, ça n'aura plus de sens. Donc, on sera là. Ça n'a plus de sens, mais c'est aussi le coût qui dirige pour certains foyers. Ils regardent le tarif plus que la destination. Il y a des voyages complets à 300, 400, 500 euros qui sont accessibles. Ça ne sera plus possible à l'avenir. Si, puisqu'on travaille avec des voyagistes qui proposent des packages. Donc, on n'a pas encore une visibilité sur ce qu'ils vont nous proposer sur les saisons prochaines, mais il y aura toujours cette proposition de voyage packagé, avion, transfert, séjour en tout compris. D'accord. Alors, peut-être que les hôtels vont limiter le remplissage, peut-être qu'il y aura des prix peut-être moins incitatifs, mais médians pour quand même que tout le monde s'y retrouve. Ça reste à définir. Merci beaucoup Bertrand Ripoll. Merci beaucoup. Julien de Radio Horizon était toujours avec nous?
Oui. Bah voilà. Bah, merci. J'espère que vous avez profité également, Julien, en connexion avec nous de tous les commentaires et les explications de Bertrand Ripoll. Et puis on vous retrouve, Julien, demain avec une nouvelle question des auditeurs de Radio Horizon. Exactement. Je vous dis à demain alors. À demain. Salut, à demain. Et merci à vous, Bertrand Ripoll. Merci. Et puis bonnes vacances à tout le monde. Bah oui, puis on vous souhaite aussi la meilleure saison possible aussi à vous et aux agences de voyage. Hein. De l'optimisme. Voilà, de l'optimisme, on en a besoin. Ça va être une vraie question pour l'avenir pour les pays qui vivaient essentiellement du tourisme, qui vont voir la fréquentation baisser. Il y aura un vrai sujet à creuser là-dessus dans les mois qui viennent. Ah oui, on parlait de la Grèce. La Grèce, c'est une économie qui vit énormément du tourisme. Hein. Mais la Tunisie aussi, par Tunisie exemple. aussi, oui. Enfin, d'autres pays comme ça qui ont besoin du tourisme pour vivre et qui vont se retrouver avec des vrais manques à gagner. Alors, vous voyez, on avait nos amis qui nous suivent, qui nous faisaient des petites propositions. On nous proposait pour cet été les Baux de Provence. C'est vrai que c'est superbe. On nous proposait Roquebrune sur Argin. C'est pas mal non plus. Mougins sur les Hauts-de-Cannes. Voilà, nos web spectateurs ont bon goût, on peut le dire. Et on va... Évidemment, puisqu'ils vous regardent, Sylvain. Ça, c'est vous qui le dites. À moins qu'ils ne vous regardent, vous ou Thomas. En tout cas, vous avez annoncé que nous traiterions dans ce sujet, dans cette édition du mardi 19 mai, la construction aéronautique normande au travers de l'activité des PME. Eh bien, c'est maintenant de cela dont il va s'agir avec Fabienne Folliot de Normandie Aéroespace. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Lignes Ouvertes sur PNTV. On a fait remarquer d'ailleurs à toutes celles et ceux qui nous suivent que Paris-Normandie traite le sujet, d'ailleurs, aujourd'hui, dans son édition, puisque en pages 8 et 9, on titre « L'aéronautique cherche à redécoller en Normandie », avec une interview de votre président Philippe Eudeline. Mais on souhaite s'intéresser à toutes ces PME que vous choyez tout au long de l'année, vous les encadrez beaucoup, vous leur permettez de croître et de travailler de plus en plus avec les grands donneurs d'ordre, que ce soit Airbus, que ce soit Boeing et beaucoup d'autres. Alors, comment vont-elles, ces PME? On pense que ça ne doit pas être facile, là, en ce moment. Non, effectivement, c'est pas facile du tout. La crise que l'on connaît a été soudaine comme pour tout le monde, hein, mais elle est aussi très profonde et malheureusement durable. On pense, d'après les spécialistes, nous pensons que ça va bien mettre au minimum 2 ans pour qu'on ait un retour à la normale, puisqu'on a quitté une situation où on était en plein envol, et là, malheureusement, beaucoup de choses s'écroulent, en tout cas sur le secteur de l'aéronautique, puisque dans le domaine du spatial et de la défense, heureusement, les choses sont un peu différentes. Ouais, on le redit, Fabienne Folliot, la Normandie est une grande terre aéronautique et spatiale. Hein. À peu près, on rappelle le nombre d'employés qui travaillent pour l'aéronautique et le spatial en Normandie et le chiffre d'affaires que ça représente? Oui, bien sûr, on est 22 000 personnes en Normandie pour un peu plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Alors, et donc aujourd'hui, effectivement, voilà, cette entrée en matière nous le précise, c'est dramatique. 17 000 avions sur la planète cloués au sol, sur une flotte à peu près de 20 000 appareils. Hein, donc c'est effectivement monumental. Thomas, Anthony, excusez-moi, Philippe Eudeline le disait ce matin dans nos colonnes, on l'évoquait tout à l'heure, il y a même jusqu'à une inquiétude pour la santé même de ces dirigeants d'entreprise. Alors je vais reprendre juste du coup, mais vous parliez de 2 ans, ça va être compliqué pour certains de tenir toute cette période, voire impossible, pardon. Oui, absolument. Alors, comme je vous disais, les cas de figure sont différents. On estime à aujourd'hui environ 50% des entreprises de la filière qui rencontrent des difficultés, alors plus ou moins graves selon leur dépendance au secteur de l'aéronautique. Et effectivement, c'est très difficile. Alors, heureusement, l'État et la région accompagnent très très bien ces entreprises. Pour l'instant, j'ai envie de dire, beaucoup, par exemple, ont fait un PGE, un prêt garanti État, et ont bien sûr utilisé les mesures de chômage partiel en vigueur. Et nous faisons tout ce que nous pouvons, d'ailleurs, pour essayer de faire en sorte que pour un secteur comme pour l'aéronautique, et je crois que l'automobile est dans le même sujet, ces mesures puissent être continuées à l'issue du 1er juin, puisque malheureusement, cette situation est durable. Donc, nous faisons tout ce que nous pouvons pour les aider dans les mauvais moments comme dans les bons. Un emploi dans la filière, c'est combien d'emplois induits? Eh bien, comme
je vous l'ai dit, là aujourd'hui, on a 22 000 salariés globalement sur toute la filière. On n'est pas, malheureusement à ce jour, on n'est pas en mesure de savoir quelle sera l'ampleur des dégâts, si je puis dire. Tout va dépendre aussi du niveau d'aide qu'au plus haut niveau on pourra garantir à ces sociétés. Mais il est évident que pour des entreprises qui sont à 90 ou 100% aéronautiques, les choses s'avèrent sombres, on va dire à la fin de l'été. Justement, Bruno Le Maire là, promet un plan de soutien avant le 1er juillet. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous en attendez, pardon? Je n'ai pas entendu le début de votre phrase. Bruno Le Maire promet un plan de soutien, de relance avant le 1er juillet, l'annonce en tout cas. Qu'est-ce que vous en attendez particulièrement? Eh bien, écoutez, tout le monde de l'aéronautique en attend beaucoup parce que il est clair que l'aéronautique est un secteur très très important, non seulement pour la Normandie, mais pour toute la France et pour toute l'Europe d'une façon générale. Et donc, il est très très important que ce plan spécial, on va dire, de sauvegarde de l'aéronautique puisse être mené. Parce que sinon, effectivement, ça peut nuire à la pérennité de toutes les compétences en fait qui sont si difficiles à trouver, et il faut absolument les garder. Et donc, nous attendons énormément de ce plan de Bruno Le Maire, effectivement. Et Fabienne Folliot, l'histoire, en fait, elle est cruelle. Elle est cruelle parce que toutes ces PME normandes que vous avez accompagnées, que vous avez portées, que vous avez poussées à développer, et c'était formidable de le faire, d'ailleurs, il fallait le faire, cette part de chiffre d'affaires aéronautique, c'est justement ce chiffre d'affaires aéronautique aujourd'hui qui a monté en puissance, qui aujourd'hui les pénalise. Mais ça, personne évidemment ne pouvait l'imaginer. Non, effectivement, personne ne pouvait l'imaginer. Il est de bon ton et on fait tout ce qu'on peut pour les amener justement à une réflexion stratégique continue, à essayer de lever la tête du guidon, même dans ces temps de survie. On va dire, il est très important pour elle de se diversifier. C'est la raison aussi pour laquelle on accélère notre plan de soutien pour qu'elle puisse se diversifier dans le domaine de la défense, qui est aussi un des secteurs de NAE, où l'activité est plus soutenue pour des raisons principalement de souveraineté de l'État, de nécessité d'opérations extérieures, etc. Mais on va également les accompagner sur une nouvelle action de diversification, tant sur le plan sectoriel que numérique. Alors sur le plan sectoriel, il va s'agir de les faire réfléchir en fait sur ce que je produis aujourd'hui et ce que je pourrais produire demain, vu toutes les capacités, les compétences que j'ai dans mon entreprise. Et puis également donc une diversification numérique, au sens où aujourd'hui beaucoup de clients malheureusement ne peuvent pas recevoir leurs fournisseurs et donc les clients du coup ne peuvent pas donner de nouvelles opportunités de commande. Donc toute l'action est de dire aidons nos PME à devenir forts et performants, à faire d'une activité commerciale par numérique. Donc, Anthony, question un peu satellite, si vous me le permettez, mais il y a quelque chose que j'ai toujours pas compris. Alors peut-être que, mais pourquoi la distanciation physique n'est-elle pas de mise dans les avions alors qu'elle est de mise ailleurs? Est-ce que ça, vous avez la réponse à cette question en quelques mots, hein, vraiment court, non, réponse courte. Je n'ai pas la réponse à cette question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère de tout cœur que tous les Français vont, et tout le monde d'ailleurs, va faire tout ce qu'il peut pour respecter à la lettre les mesures sanitaires, parce que plus on les respectera vite, plus les mesures de redémarrage de toute l'aéronautique vont pouvoir repartir. Et il est évident que tant que le Covid-19 ne sera pas éradiqué, il y aura forcément des craintes pour les personnes à remonter dans des avions, même si c'est pas moins safe, je suis d'accord avec vous, de remonter dans un avion qu'ailleurs, mais voilà, il y a un impact psychologique aussi qui est très très important. Juste une question pour finir peut-être, le quotidien britannique, le Télégraphe, parle d'une possible suppression de 10 000 emplois à Airbus. Je ne sais pas si vous avez plus d'infos là-dessus, mais on imagine que les conséquences seraient dramatiques aussi dans la région.
Alors, je ne suis pas habilitée à parler au nom d'Airbus ou au nom de quelques sociétés. Mais nous, on en vous autorise. mais il est évident que des rumeurs de licenciement chez un certain nombre de gros acteurs de l'aéronautique circulent. D'accord. On connaît à peu près l'ampleur des dégâts ? On ne la connaît pas. Ce qu'on sait aujourd'hui de façon officielle, c'est que les baisses de cadence annoncées par Airbus sont de l'ordre de 30 à 40%. Et il faut souligner que les entreprises normandes et françaises ne travaillent pas que pour Airbus, elles travaillent également pour Dassault, elles travaillent également pour Boeing. Et donc, c'est un double impact, puisque, comme vous le savez, l'impact de la crise du Boeing 737 a été aussi important, en particulier pour les grands équipementiers français. En tout cas, Fabienne Folliot, en Normandie, il y a quand même le secteur du spatial qui continue peu ou prou à tirer son épingle du jeu malgré tout. Oui, effectivement, le spatial est assez stable et donc on a en plus un très très bon comportement des grands acteurs dans ce domaine, notamment Ariane Group qui fait vraiment tout ce qu'il peut pour soutenir toutes ces entreprises, toutes ces PME sont issues. Ça, heureusement, on a le spatial et on a la défense. On part toujours vers Ariane 6. Le projet est toujours en cours. Bien sûr. Voilà, on va concurrencer Elon Musk. Gros sujet. Gros sujet, qui méritera d'y passer plus de temps. Merci beaucoup Fabienne Folliot de Normandie Aéroespace de nous avoir parlé de tout cet important tissu local, ce réseau de PME qui travaille pour les grands groupes dont on espère bien qu'avec tout ce que vous allez leur proposer, vont s'en sortir. Et on peut le redire, une longue interview dans le quotidien Paris-Normandie du jour, en page 8 et 9, une interview signée Marc Braun sur la filière Normandie Aéronautique. Bon courage à tous ces PME industriels. Au revoir Fabienne Folliot. Merci, au revoir. Voilà, messieurs, on termine sur un ton effectivement un peu plus difficile. Certains sujets sont joyeux dans Lignes ouvertes, d'autres sont dramatiques. Il est sûr qu'on n'a certainement pas encore vu l'ampleur de la casse économique. Ça, c'est vraiment la grosse inquiétude pour les prochains mois, pour ne pas dire années. On se retrouve, nous, demain, si vous le voulez bien, en tout cas, nous on le veut, alors si vous êtes là, on sera heureux, sur PNTV, sur Lignes ouvertes, ce programme qu'on fait depuis 44 jours pour vous. Demain, on est d'accord, parce que vous avez l'air fatigué, on ne se retrouve pas jeudi, on ne se retrouve pas vendredi. Je ne suis absolument pas fatigué, non, je ne suis pas du tout fatigué. Je crois aujourd'hui, mais comment n'est-ce pas, on n'avait pas prévu de finir en musique aujourd'hui peut-être. Mais si, mais ça me semblait bien, mais j'attendais que vous... Mais je vous laisse intervenir. On a appris une nouvelle qui vous peine, qui n'est pas joyeuse non plus, mais... Non, mais simplement, on avait juste, on a appris le décès du célèbre bluesman Lucky Peterson. On ne sait pas encore si c'est un lien d'ailleurs avec le Covid-19, mais voilà, on s'est rappelé qu'il était venu il y a 4 ans déjà au festival Archéo Jazz à Blainville-Crevant. Et puis on a eu la chance d'aller le rencontrer, l'interviewer, puis surtout de le filmer en pleine action, on va dire, avec ses musiciens. Et voilà, ce qu'on voulait vous proposer, c'était de lui rendre hommage. Et puis en finissant sur ces images qui a été filmées donc il y a 4 ans par Adrien Pulby à Blainville-Crevant au festival Archéo Jazz. Et sur Merci, Thomas. Vous dis et on précise que ce célèbre bluesman est donc décédé à 55 ans, l'âge de 55 ans, c'est vrai. à Dallas. Et c'était un Américain. Des images qui permettent de nous quitter. Et on se retrouve demain. Au revoir, messieurs. Salut. Au revoir, et au revoir à vous, mesdames, messieurs. À demain. Every day I have the blues. When you see me worried and trouble, honey, it's you I hate to lose. Nobody loves me. Nobody seems to care. No one loves me. Nobody seems to care. Speaking of bad luck and trouble, don't you know I had my share?